Sung Jinwoo est devenu aux yeux du monde un chasseur de classe mondiale, tandis qu'une nouvelle menace semble se profiler sous le regard attentionné d'Ilwan Sung, le père de Jinwoo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui on va parler du dernier épisode de cette saison 2 de Solo Leveling. Ce samedi 29 mars est venu conclure avec l'épisode numéro 13, la saison 2 de Solo Leveling. Cet épisode final est venu conclure de manière définitive l'arc de l'île de Jeju, teasé depuis le tout premier épisode de la saison 1. Ce dernier épisode est aussi venu nous dévoiler le futur arc de façon assez claire et est venu alimenter le mystère autour du personnage qui est Ilwan Sung. En parlant de mystère, plusieurs nouveaux personnages ont été teasés, le plus important étant ce qui semblerait être un autre chasseur de rang-nation, ainsi que deux autres personnages qui ont tout l'air d'être de futures menaces, étant, semble-t-il, être tous deux des monstres assez puissants pour ouvrir ce qui a tout l'air d'être des portails. L'épisode débute alors avec la demande de Jinwoo auprès du caméraman s'il pouvait arrêter de filmer. Bon, c'était pas vraiment une demande étant donné que s'il le faisait pas, il détruisait sa caméra. Le caméraman s'exécute et Jinwoo aura alors le champ libre afin de tout tenter pour sauver la chasseuse Cha et In. C'est alors que l'ombre de Crow apporte le cadavre du chasseur de rang S, Byung-gu, auprès de Jinwoo. On verra que Jinwoo sera dans la capacité d'extraire son ombre et dans l'incompréhension que vit Baek face à ce qu'est en train de faire Jinwoo avec le cadavre de ce qui était son ami. Le monarque des ombres ordonnera à l'ombre de Byung-gu de se lever. Pendant ce temps-là, du côté des japonais, il semblerait que le directeur, le fameux Matsumoto, veut absolument que les chasseurs de rang S qui ont survécu exécutent le plan 9, au grand désespoir bien sûr de celui qui, parmi eux, a vu Beru en action. Finalement, l'homme qui était responsable de l'équipe chargée de brouiller les communications entre les fourmis fera savoir au rang S que la fourmi bipède qui a éliminé leur camarade a été éliminée par un chasseur coréen. Du côté du nid, Jinwoo a levé l'ombre de Byung-gu devant les rangs S coréens, ce qui évidemment va les pousser à poser des questions et finiront par comprendre que ces soldats ne sont pas de simples invocations et qu'il s'agit d'une armée de morts. Tandis que Jinwoo expliquera le fait qu'il a entendu la voix du chasseur Byung-gu qui lui demandait d'utiliser ses capacités pour sauver Ai-in, on verra l'ombre se diriger vers la chasseuse sans qu'aucun ordre ne lui soit donné par Jinwoo et commencera à utiliser ses pouvoirs pour la soigner complètement. En voyant le comportement de cette ombre, Jinwoo dira à ses camarades qu'il pense savoir quel genre d'homme était Byung-gu de son vivant, car on a pu le constater précédemment, cette ombre est allée soigner la chasseuse sans que Jinwoo ne lui demande quoi que ce soit. Il verra en lui une personne qui était sans doute bienveillante. Face à un tel pouvoir, celui de réveiller les morts en quelque sorte, le caméraman aura compris pourquoi il était crucial qu'il éteigne sa caméra. Il est évident qu'on ne peut pas montrer un tel pouvoir à la télé. Jong-in, lui, comprendra que plus Jinwoo vit des batailles rudes, plus il devient fort. Il en viendra alors à la même hypothèse que Baek. Madame Wook, de son côté, verra à quel point l'ombre de Byung-gu sera bénéfique pour Jinwoo dans ses futures batailles, sauf qu'évidemment Baek lui fera savoir que de son vivant, Byung-gu lui a fait savoir qu'il n'aimait pas se battre et fera savoir donc à Jinwoo qu'il refuse qu'il se retrouve à nouveau sur le champ de bataille. Jinwoo n'a vraiment pas l'air d'aimer les contacts physiques sans son autorisation, car en effet, lorsque Baek lui dira ça, il posera sa main sur l'épaule du joueur et celui-ci lui rappellera l'incident du portail rouge où Baek avait fait la même chose, sauf qu'à ce moment-là, il s'agissait plus d'un ordre. Et là, tout en lui retirant sa main, Jinwoo lui fera savoir que cette fois-ci, il s'agit d'une demande sincère qu'il a l'air de vouloir respecter. Suite à la demande de Baek, Jinwoo, après qu'elle ait fini de soigner Cha et In, s'approchera de l'ombre de Byung-gu et annulera l'extraction d'ombre, et en regardant Baek, Byung-gu lui offrira un dernier sourire surprenant le chasseur avant de disparaître définitivement. On verra ensuite le président Matsumoto qui demande comment c'est possible que les chasseurs coréens ont pu survivre, apprenant que c'est grâce à l'intervention du chasseur Sung qui est parvenu donc à éliminer le roi des fourmis. Il veut savoir ce qu'il faisait sur l'île alors qu'il n'était pas censé être là. Dans tous les cas, le résultat reste le même, les japonais ont perdu 7 chasseurs de rang S sur 10, ce qui est un véritable échec pour eux. Ensuite, le chasseur présent sur place lui demandera si le plan 9 est toujours d'actualité, sachant que s'ils subissent plus de pertes, ils auront du mal à gérer les portails de leur pays et l'équilibre des pouvoirs mondiaux sera rompu selon lui. Matsumoto, complètement dépité, leur demandera de se retirer et de partir immédiatement et finira par exprimer sa terrible frustration. Pendant ce temps-là, sur l'île de Jeju, on verra que les fourmis qui ont échappé à Jinwoo s'attaquent aux chasseurs postés autour de l'île. On apprendra que c'est sans doute à cause de l'absence de leur reine ou d'un chef pour les diriger que les fourmis deviennent dingues et attaquent tout ce qui bouge. On rappelle que la mission de ces chasseurs est d'empêcher toute fourmi d'atteindre le continent et la bataille est donc rude. Du côté des chasseurs de rang S coréens, il est temps pour eux de quitter l'île et vont embarquer sur l'hélicoptère qui les a amenés ici. Ils auront eux aussi l'occasion de voir à quel point les fourmis sont excitées et verront qu'elles cherchent à fuir l'île pour se rendre sur le continent. Il faut partir au plus vite parce qu'elles risquent de poser problème à l'hélicoptère. Jong-in demandera à ce qu'il décolle immédiatement. Le problème c'est que Jinwoo n'est pas encore avec eux. Les chasseurs nous feront savoir qu'il a décidé de rester pour s'occuper des dernières fourmis et des œufs. Et effectivement, Jinwoo est en train d'exterminer ce qui reste des fourmis. Il remarquera d'ailleurs que même les œufs de fourmis lui rapportent de l'expérience. Il utilisera ensuite l'épée de Baran pour éliminer les quelques fourmis restantes. Il laissera ensuite ses ombres finir le travail tandis que lui continuera d'augmenter en niveau. Tout ça lui feront atteindre le niveau 100 avec toujours la classe du monarque des ombres et avec un nouveau titre, je cite, celui qui a vaincu l'adversité. Avec ce niveau 100, c'est passé extrêmement vite, mais ceux qui ont été très attentifs, vous l'avez peut-être vu, lors de cette séquence, il y a eu un petit bug qui nous a montré un nouvel item que Jinwoo a débloqué. Il semble s'agir d'une nouvelle clé dont on nous dit absolument rien dans un premier temps. Mais
dans la continuité de ces bugs, on verra que son nom nous a été donné, il s'agit de la clé du temple de Cartenon ou Cartenon. Le nom de la clé ne nous est pas entièrement donné, il nous manque un bout. Ensuite, dans sa description, on nous dira que cette clé permet à l'utilisateur d'entrer dans le temple de Cartenon et que cette clé peut être utilisée sur la porte correspondante. À la suite de ça, Jinwoo s'approchera du cadavre du roi des fourmis dont l'aura est encore vive malgré sa mort et il ordonnera à son ombre de se lever, ce qui pendant l'espace d'un instant plongera Jinwoo dans le noir. Il nous dira qu'il sent rien et se demande si ce n'est pas à cause de l'extraction, à peine plongé dans le noir que Jinwoo est déjà de retour dans la réalité et verra l'ombre du roi des fourmis apparaître d'une manière très différente par rapport à tout ce qu'on a vu jusque-là. En effet, la fourmi noire semble renaître étant donné qu'elle a l'air de sortir d'un espèce de cocon. En tout cas, il est clair que Jinwoo possède désormais une ombre terriblement forte, surtout quand on se rappelle de ce qu'elle a fait au rang S de son vivant. Après ça, Jinwoo, lorsqu'il s'apprêtait à récupérer les ombres des fourmis qu'il avait éliminées, le roi des fourmis, désormais devenu une ombre, va lui adresser la parole à la grande surprise de Jinwoo. Il va alors se demander pourquoi il est capable de parler et pas les autres. La fourmi lui demandera de lui donner un nom. À ce moment-là, on apprendra que la fourmi a le rang de général, ce qui est une première et la hisse donc au-dessus de tous les soldats d'élite de Jinwoo. Le joueur se demandera alors si c'est son rang qui explique le fait que la fourmi soit capable de parler. Il en profitera ensuite pour lui demander s'il souhaite quand même le suivre alors que c'est lui qui l'a tué. La fourmi répondra qu'il n'est pas mort à cause de lui, qu'il a repris vie grâce à lui, qu'il est heureux et qu'il lui jure une allégeance éternelle. Finalement, Jinwoo nommera l'ancien roi des fourmis Beru et il est maintenant désormais temps pour lui de récupérer les ombres de toutes les fourmis mortes derrière lui. Du côté des chasseurs dont la mission est de protéger le continent d'une possible traversée des fourmis, on verra qu'effectivement un bon nombre d'entre elles s'apprêtent à atterrir sur le continent et qu'elles ont été nombreuses à passer les chasseurs qui devaient les stopper en mer. Ces chasseurs-là sont la dernière ligne de défense avant que les fourmis atteignent la civilisation, il faut donc impérativement les arrêter. Une fois les ombres des fourmis extraites, Jinwoo accompagné de Beru va sortir et voir à quel point les fourmis sont nombreuses. Beru nous fera savoir qu'il y a environ 4000 fourmis qui ont perdu leur reine et elles fuient dans toutes les directions. Jinwoo lui demandera s'il peut réduire leur nombre, ce que fera la fourmi. Celle-ci partira alors combattre ses anciens subordonnés et sauvera au passage quelques chasseurs coréens qui étaient sur le point de se faire éliminer. Du côté des chasseurs de rang S coréens, ça commence à se compliquer gravement, il y a beaucoup trop de fourmis qui foncent sur eux, l'hélicoptère ne tiendra pas et le chasseur de rang A qui les accompagne a atteint ses limites. En effet, sa barrière de protection va finir par céder face au nombre impressionnant de fourmis qui leur foncent dessus et lorsqu'encore une fois tout semblait être terminé pour eux, Jinwoo balancera un éclair sur les fourmis, ce qui sauvera l'hélicoptère et les chasseurs. Après ça, la totalité des fourmis qui restaient ont été éliminées par les chasseurs qui étaient postés sur le terrain. Tout ça a permis un nombre limité de dégâts sur le continent. Finalement, les chasseurs de rang S coréens ont pu rentrer au pays. Cha Hee-in est toujours inconsciente mais a été transportée à l'hôpital. Grâce à Jinwoo, le 4e raid de l'île de Jeju a été une réussite et la menace grandissante que représentait l'île de Jeju est désormais du passé. Dans ce qui semble être un lointain pays, on nous montrera que plusieurs fourmis semblent avoir réussi à s'échapper. Il semblerait aussi qu'elles ne soient pas les seules à être arrivées jusqu'ici d'après les paroles de ce qui a l'air d'être le représentant de la flotte militaire qu'on nous a montré. Il ajoutera que cela dure depuis 2 jours et que cela ne s'arrête pas. Cette flotte fait elle aussi appel à des chasseurs mages, mais finalement un mystérieux chasseur semble vouloir s'en occuper. Le responsable de la flotte l'a décrit comme étant le héros de leur pays, on pourra le voir pendant un court instant entrer en action tout en nous montrant son épaisse aura. Il utilisera 2 épées ou 2 dagues et lancera une attaque à longue distance qui va éliminer l'intégralité des fourmis d'un coup. Après les avoir dégommées, il nous fera savoir que s'il avait affronté la fourmi noire au lieu de ses subordonnés, il aurait pu s'amuser un peu plus, ce qui indique qu'il se sentait capable de rivaliser avec elle. Plusieurs jours après le raid de l'île de Jeju, un mémorial a été érigé en l'honneur des victimes, les familles des victimes ont pu venir s'y recueillir et pleurer leur mort. On y verra Jinwoo venir rendre hommage au chasseur Byung-gu devant la presse. Aujourd'hui, tout le monde sait que sans sa présence, le 4e raid de l'île de Jeju aurait été un échec total, mais on apprend aussi qu'il est beaucoup critiqué, notamment son attitude, et enfin dans l'animé on parle du fait qu'il a fait une terrible erreur en laissant les chasseurs japonais et coréens aller sur l'île sans lui. Ils ont complètement raison quand ils disent que s'il avait été là plus tôt, il y aurait eu moins de victimes. On pourra aussi remarquer que Jinwoo semble avoir été touché par ces critiques qui sont totalement vraies, il a l'air assez triste, mais Baek quand il le croisera lui rappellera qu'il n'a pas à être déçu, car quoi qu'en dise le monde, il est celui qui a mis fin au problème que représentait l'île de Jeju. Après cette scène, c'est au tour du président Go Gun-hee de remercier Jinwoo d'être intervenu lors de ce raid, et Jinwoo lui partagera le fait qu'il s'en veut de ne pas être venu plus tôt. Si ça avait été le cas, Byung-gu serait encore en vie. Go Gun-hee, en plus des remerciements, ajoutera que sans lui, les rangs S coréens et d'autres civils n'auraient pas survécu. C'est pourquoi il lui promet qu'un jour il lui rendra l'appareil. Suite à cela, le président de l'association des chasseurs lui demandera ce qu'il compte faire maintenant qu'il est devenu un chasseur de classe mondiale. Il ne sera plus épargné par le public, certains essaieront de l'approcher, et l'association ne peut plus détourner le regard. Il lui demandera alors s'il sait où et comment il va utiliser sa puissance phénoménale. Jinwoo lui répondra qu'il voudrait fonder sa propre guilde. De retour sur l'île de Jeju, on verra qu'un groupe de chasseurs mené par un rang A semble être de nouveau de retour. Ceci se passe durant le jour du mémorial et ce groupe a été chargé de nettoyer l'île. Le chef de ce groupe fera savoir à ses camarades qui se demandent pourquoi ils sont là qu'il est important de s'assurer que l'ennemi est bel et bien mort. Et au passage de récupérer tous les objets de valeur qui sont souvent présents à la fin des donjons dans Solo Leveling.
souligne. Effectivement, certaines fourmis sont encore vivantes et l'une d'elles va être éliminée par le chef du groupe. Dans la foulée, un mystérieux individu va débarquer de nulle part, un individu qui a tout l'air d'être une bête, il s'agit en effet d'un monstre. Lorsque celui-ci va parler, les chasseurs n'y comprendront rien car il parle la langue des monstres, ce qu'on avait déjà pu voir avec l'elfe des glaces Baruka. Tout à coup, un autre monstre viendra claquer des doigts, ce qui assommera les chasseurs, les laissant tomber totalement inconscients. On verra que l'auteur de cette attaque apparaîtra d'un seul coup derrière le premier individu qui est apparu. Celui qui ressemble à un elfe des glaces demandera à son camarade s'il a effectué de mystérieuses vérifications. Il répondra que oui, et que c'était bien son pouvoir. Nous, à ce moment-là, les animaux de lit, on était tous perdus, mais on rediscutera dans la deuxième partie de cet instant. Les personnages semblent parler de Jinwoo. L'elfe nous dira qu'il a du mal à imaginer qu'il aide des humains, l'autre répondra qu'il a toujours été un peu spécial. Il semblerait qu'ils le connaissent et il est fort probable que dans la saison 3 on ait une rencontre entre eux et Jinwoo. Suite à leur discussion et leur vérification, ils feront savoir qu'ils ont plus rien à faire ici. Celui qui ressemble à une bête dira qu'il pense que quelqu'un est ici, ça reste encore très mystérieux, on sait pas de qui ils parlent. Finalement ils se résigneront et laisseront tomber ce qu'ils avaient senti et même si l'elfe ne veut pas s'en mêler, il nous fera savoir qu'une chasse est prévue et qu'il fera ce qu'il a à faire à ce moment-là. À la suite de ça, l'elfe empruntera le portail qu'il avait ouvert et celui qui ressemble à une bête se créera lui-même aussi un portail et partira à son tour. Lorsqu'il était sur le point de partir, on aura l'impression qu'il faisait allusion à Cha et In, nous disant qu'une mauvaise odeur émanait. Toute cette séquence entre ces deux personnages s'est passée sous les yeux d'Ilwansung qui ne semble pas du tout avoir peur et qui peut vouloir dire tellement de choses. Après ça, on reviendra du côté de Jinwoo qui nous fera savoir que pour la création de sa guilde, il a eu le feu vert du président Go. Il recevra ensuite un appel justement de la part du président qui lui fera savoir que tout près de lui, un portail de niveau B s'est ouvert, il aimerait qu'il s'en occupe. Donc Jinwoo ira à l'intérieur de ce portail et on verra que finalement ce portail qui était de niveau B est devenu un portail rouge, mais bon, ce n'est absolument pas un problème pour lui. Jinwoo invoquera toute son armée pour vite en finir, et en attendant, en dehors, Cha et In semblent être totalement rétablis, et elle a compris qu'il faut absolument qu'elle devienne plus forte pour ne plus se retrouver dans la situation qu'elle a récemment vécue. Pour terminer l'épisode, on retrouve Jinwoo qui est en pleine bataille et qui nous explique sa vision de ce que représentent les chasseurs, tout en nous teasant ce qui devrait être les futurs personnages qu'on aura l'occasion de découvrir dans la saison suivante. On verra pour finir l'armée de Jinwoo à genoux devant lui, tandis qu'il se demandera qui sera son prochain ennemi, et donc sa future proie, et c'est donc ainsi que l'épisode final s'achève. Il est donc désormais temps de commencer la deuxième partie de cette vidéo, et elle risque d'être plus longue que d'habitude, au vu du nombre d'éléments qui doivent être traités. Entre les deux mystérieux personnages, Ilwansung, le chasseur inconnu, qui est le héros d'un pays, la mystérieuse clé qui a débloqué Jinwoo, et j'en passe. On va monter crescendo pour ce qui est des sujets qu'on va traiter, en commençant avec le moins important jusqu'au plus pertinent et intéressant. Commençons par un élément pour le moins intriguant. Il s'agit de l'instant où Jinwoo nous faisait savoir qu'il a entendu la voix de Byung-gu qui lui demandait d'utiliser ses capacités. Le plus surprenant dans cette histoire, c'est que Jinwoo n'a pas l'air d'être surpris d'avoir entendu la voix du chasseur-soigneur. C'est effectivement la première fois qu'on apprend qu'une telle chose est possible, car cela veut dire que Jinwoo est capable d'entendre la voix de personnes qui sont censées être mortes. Et par la même occasion, les morts peuvent s'adresser à Jinwoo, car en effet, c'est Byung-gu qui a demandé à Jinwoo de se servir de ses capacités. Suite à ça, il est logique de se demander si on reverra une telle chose ou si cela est déjà arrivé sans que nous le sachions. On peut imaginer que cette faculté soit une compétence particulière qui permettrait à Jinwoo de récolter des informations sur un lieu, des monstres ou un donjon. Cette compétence est un véritable atout, parler aux morts ou si c'est eux qui se mettent à parler, c'est quand même quelque chose qui peut être utile et bénéfique. Cette faculté est intéressante aussi car elle permet de comprendre que parfois c'est pas forcément Jinwoo qui a l'idée de lever les ombres des morts, c'est je pense déjà arrivé, surtout si on prend en compte le fait que Jinwoo n'avait pas l'air surpris d'entendre la voix d'un mort s'adresser à lui. Tout cela s'inscrit aussi dans ce qu'on a pu voir dans la suite, notamment le fait qu'une fois levé, l'ombre de Byung-gu a pris la décision sans que Jinwoo le lui demande de soigner la chasseuse Cha et In. Jinwoo face au comportement de son ombre nous dira qu'il sait quel genre d'homme il était de son vivant, ce qui prouve que les ombres gardent au moins une petite partie de ce qu'ils étaient de leur vivant, en plus de leur pouvoir bien sûr. Cela sera davantage mis en avant avec l'ombre de Byung-gu lorsque Jinwoo était sur le point d'annuler l'extraction d'ombre, celle-ci s'est tournée vers Baek pour lui sourire une dernière fois. Ceci prouve une nouvelle fois que les ombres se souviennent de leurs anciennes vies et peuvent même voir leur comportement être influencé par cette dernière. Et tout cela sera d'autant plus clair quand viendra l'extraction d'ombre de Beru, qui dira se souvenir de son combat qu'il a opposé à Jinwoo en quelque sorte, se souvenant notamment du fait qu'il a été éliminé par celui qui est désormais son roi. Le fait que Beru demande explicitement à Jinwoo de le baptiser vient aussi confirmer le fait que les ombres du monarque, même si elles obéissent aux ordres de leur roi, possèdent une volonté propre. Tout cela va très certainement créer par la suite une relation particulière entre Jinwoo et ses ombres qui n'est pas présente durant l'anime, mais qui existe dans le manoir. Peut-être que ceci sera davantage mis en avant dans les prochaines saisons. Voilà pour ça. Ensuite, toujours dans les éléments les moins pertinents, j'aimerais parler du comportement de Jinwoo qui semble vraiment pas aimer qu'on le touche. Je fais référence par là au moment où Baek pose sa main sur l'épaule de Jinwoo et que tout de suite il l'enlève. Une scène qui nous rappelle la fin du portail rouge où Baek avait posé sa main de la même manière sur l'épaule de Jinwoo, lui ordonnant en quelque sorte de rester sur place. Baek avait aussi fait la même chose lorsqu'il a été révélé à la presse coréenne que Jinwoo était devenu le 10e rang S du pays. On a pu voir que Jinwoo avait fait en sorte de retirer sa main à ce moment
moment-là aussi. Avant de devenir un joueur, on pouvait voir que Jinwoo n'avait pas le même comportement et qu'il ne rejetait pas systématiquement le contact physique comme maintenant. Ceci s'explique très certainement par le fait qu'aujourd'hui Jinwoo est le monarque des ombres et en tant que roi, il n'est plus une personne banale, on ne touche pas à un roi comme on a envie. Je sais pas si ce comportement est instinctif ou si vraiment il n'aime pas, ce qui est tout à fait compréhensible en soi. Mais bon, il se peut que ce comportement, cette arrogance qui naît petit à petit chez lui, mais surtout son rejet systématique du contact physique avec les gens qu'il ne connaît pas spécialement, soit arrivé à partir du moment où il est devenu le monarque des ombres, ce qui en ferait plutôt des gestes instinctifs. D'autant plus que Jinwoo n'a pas conscience de l'être qu'il est vraiment, si on se souvient des paroles de Baruka, de Kargalgan et plus précisément des deux mystérieux personnages qui sont apparus dans cet épisode, il est clair que Jinwoo n'a pas encore découvert qui il est vraiment. Maintenant, j'aimerais qu'on discute du problème dont fait désormais face le Japon. En effet, si le 4e raid de l'île de Jeju a été un franc succès pour la Corée, même si la menace a été éliminée, ce raid est loin d'être une réussite pour le Japon qui, je le rappelle, a perdu 7 rangs S sur 10 envoyés sur l'île. Le directeur Matsumoto, qui voulait récolter les lauriers de ce raid, se retrouve dans une situation plus que compliquée car la guilde du Katana Éclair a perdu 7 chasseurs de rang S éliminés par Beru. Je sais pas si en plus des 11 rangs S du Katana Éclair, il y a d'autres rangs S au Japon, mais ce que nous savons, c'est que cette guilde était avant ça la 2e guilde la plus puissante de tout le continent asiatique. Et ayant désormais perdu 7 rangs S dont Gotoryuji sur l'île de Jeju, il est fort probable que ce ne soit plus le cas. Ce n'est donc pas seulement le fait que le raid de Jeju a été un cuisant échec qui a mis dans cet état le président Matsumoto, mais c'est aussi les conséquences que cela va créer, notamment le fait que si les Japonais perdent plus de rangs S, ils auront du mal à gérer les portails de leur propre pays. Si le Japon perd davantage de rangs S, l'équilibre des forces dans le monde sera rompu et le Japon sera un pays bien trop faible, incapable de protéger son pays des portails. Avant ça, le Japon était certainement le 2e pays le plus puissant d'Asie et dorénavant, avec l'apparition des pouvoirs de Jinwoo, la Corée se hisse au-dessus du Japon, mais aussi au-dessus des plus grandes puissances mondiales. Ensuite, continuons avec un autre élément, cette fois-ci plus intéressant, il s'agit du moment où Beru est de retour en tant que nouvelle ombre de Jinwoo. Lorsque Jinwoo va venir extraire l'ombre du roi des fourmis, il va se passer quelque chose. En effet, Jinwoo va être plongé d'un seul coup dans le noir total, cela va durer un tout petit instant, et on le verra finalement revenir là où il était. C'est la première fois qu'on a l'occasion de voir ça dans l'anime, mais c'est aussi la première fois que Jinwoo lève une ombre capable de one-shot des chasseurs de rang S. Il est fort probable que ce qui s'est passé a un lien avec le fait que Beru est extrêmement puissant, et que son extraction n'a pas seulement plongé Jinwoo dans le noir, mais l'ensemble du lieu où il était. J'ai aussi pensé au fait que Jinwoo peut avoir une certaine limite d'extraction et ne peut pas extraire trop d'ombres puissantes à la suite. On se rappelle qu'il a quand même levé l'ombre de Byung-gu, qui est un chasseur de rang S tout de même, juste avant d'extraire celle de Beru. Dans la scène suivante, les paroles de Beru ont retenu mon attention lorsqu'il dira à Jinwoo qu'il lui prête une allégeance éternelle. Je sais pas s'il a dit ça simplement pour lui prouver qu'il a l'intention de devenir son ombre la plus loyale, ou s'il y avait là un sens caché. Comme je le disais précédemment, en soi nous ne savons pas grand chose de Jinwoo, et nous en savons encore moins sur la réelle nature de ses pouvoirs, ainsi que son statut actuel. Peut-être qu'à travers ces paroles, il faut comprendre quelque chose à propos de Jinwoo, peut-être que quand Beru parle d'allégeance éternelle, ce n'est pas une façon de parler. Ceci voudrait alors dire que Jinwoo est un être éternel qui ne peut pas mourir de vieillesse par exemple. C'est effectivement fort probable étant donné que Jinwoo ne semble plus être humain. Plusieurs fois durant cette saison, l'humanité du chasseur a été remise en question, et ce par les monstres qu'il a combattus. On peut notamment citer Baruka qui parlait de Jinwoo comme d'un être exceptionnel. À travers ça et le fait qu'en effet Jinwoo n'est pas un humain et est devenu un joueur à l'issue des événements du double donjon, il n'est pas impossible de penser qu'il soit un être éternel qui peut être servi pour l'éternité par ses ombres. Comme on a pu le constater, Jinwoo a atteint le niveau 100 après avoir vaincu le roi des fourmis ainsi que les œufs de fourmis et les fourmis qui restaient. Ayant atteint ce niveau, il semblerait que Jinwoo ait débloqué un nouvel item. Il s'agit d'une clé qui permet d'entrer dans le temple de Carthénon. Ni la difficulté de l'item ni sa catégorie nous a été donnée, mais il est fort probable que le niveau de difficulté sera équivalent ou au-dessus du niveau de la forteresse démoniaque par exemple. Je rappelle que cette saison 2 s'est terminée en adaptant le chapitre 105 à quelque chose près, et étant donné qu'il y a 179 chapitres pour ce qui est des scans, cela veut dire qu'on est plus proche de la fin que du début. Je pense qu'il est désormais temps de préparer l'arc final qui sera très certainement lié à la fameuse catastrophe teasée par Ilwansung, et il n'est pas bête de penser que cette clé fasse partie de toute cette phase de teasing. Surtout que cette clé permet d'entrer dans le temple de Carthénon, nous ne savons pas qui il est, mais si un temple a été construit à son nom, c'est qu'il doit très certainement s'agir d'une divinité. Si on prend la définition d'un temple, on nous dit que c'est un édifice consacré au culte d'une divinité. Ici, ce temple est consacré à la divinité Carthénon. Il s'agit peut-être d'une divinité qu'on a déjà vue au tout début de Solo Leveling dans le double donjon. On se souvient par exemple que le double donjon était entièrement en lien avec le concept de divinité, où on pouvait même voir ce que représente Dieu dans Solo Leveling. En prenant tout ça en compte, il est probable que l'intrigue autour de ces mystérieux statues du double donjon soit lancée. En plus, on serait dans une certaine logique, après avoir vu la forteresse démoniaque et les démons qui peuplaient auparavant le royaume des démons, on aurait maintenant le droit de profiter d'un temple où l'on aurait ce qu'on peut appeler son contraire avec des anges et des divinités. Étant donné que les statues du double donjon semblaient se faire passer pour des divinités, il se pourrait qu'on en apprenne plus sur elles grâce à ce nouveau donjon. Durant cet épisode, nous avons aussi pu découvrir un nouveau personnage. Il a été décrit comme étant le héros d'un pays. Même si on nous l'a rapidement montré, il nous a simplement suffi de voir une attaque de sa part pour qu'on comprenne qu'il s'agit d'un chasseur de rang nation. Même s'il a lancé son attaque sur des fourmis basiques, celle-ci a éliminé d'un seul coup toutes les fourmis
fourmis, et il est clair qu'une attaque comme celle-ci détruirait mais facilement une petite ville, ne serait-ce qu'avec l'onde de choc. En prenant en compte le fait que cette démonstration de puissance ne représente pas du tout l'étendue de ses capacités, on peut imaginer qu'il est tout à fait capable de détruire des villes, voire un pays entier. Ceci correspondrait à la puissance dont il faut être capable pour répondre au titre de rang-nation. Si cet homme est le héros d'un pays, c'est qu'il ne s'agit pas de n'importe qui et qu'il doit avoir une puissance équivalente au chasseur Thomas André. D'ailleurs, à la fin de l'épisode, il sera mis aux côtés des potentielles menaces dont Jinwoo devra faire face par la suite. Il sera mis aux côtés de Thomas André, du président Matsumoto et d'Ang-Soo aussi. En ce qui concerne le pays de ce mystérieux chasseur, on a eu quelques indices qui nous permettent d'émettre une hypothèse. Par exemple, le fait que des fourmis aient été capables d'atteindre leur territoire indique que le pays en question n'est pas si loin que ça. Même si une fourmi a été capable de quitter l'île de Jeju pour atteindre la Corée, il est peu probable que des fourmis aient pu aller plus loin, surtout que le 4e raid de l'île de Jeju a été lancé à partir du moment où ils ont pu constater que quelques fourmis étaient parvenues à rejoindre le continent. Tout cela fait que les fourmis n'ont pas eu le temps de se perfectionner dans cette nouvelle capacité qu'est le vol, ce qui les empêcherait d'aller dans des pays occidentaux ou autres. En considérant tout ça, il faut aussi garder un élément en tête, c'est le fait que la guilde japonaise du katana éclair était la deuxième guilde la plus puissante d'Asie. Comme on l'a appris, le maître de guilde était Goto Ryuji, un chasseur de rang S supérieur qui était bien plus fort que des rangs S basiques. Ceci peut vouloir dire que la guilde numéro 1 du continent asiatique possède un ou plusieurs chasseurs d'un niveau supérieur à Goto Ryuji, ainsi que les 10 chasseurs de rang S qui composent la guilde du katana éclair. Sur le continent asiatique, si on se réfère à notre monde, la plus grande puissance est la Chine. Il s'agit aussi du plus grand pays, et il est aussi très proche de la Corée du Nord, étant collé à la Chine par sa partie supérieure, et la Corée du Sud, qui se trouve, comme son nom l'indique, dans la partie la plus basse, se trouvant à peu près entre la Chine et le Japon. Donc tout ça pour dire que tout semble indiquer que ces fourmis se dirigent en Chine, et qu'il est donc fort à parier que ce chasseur soit le héros de la Chine. Il est dorénavant temps de discuter de ce qui est selon moi la scène la plus importante pour l'intrigue suivante de Solo Leveling. En effet, après la guerre que les chasseurs ont livrée contre les fourmis, quelques jours plus tard, tandis que quelques chasseurs ont été envoyés sur l'île de Jeju, on a pu voir que 2 mystérieuses créatures sont apparues. Dans un premier temps, face aux chasseurs, une créature à la forme humanoïde est apparue, parlant le langage des monstres, ce qui a fait que les chasseurs ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Une autre créature fera son apparition et assommera sans les toucher les chasseurs présents. S'agissant de ces créatures, on va parler de 3 choses différentes. D'abord, on va essayer de voir de quoi ils parlaient. Ensuite, on va essayer de déterminer qui ils sont. Et pour finir, quel lien ils ont avec la future intrigue et le fameux Il Hwan-sung qui les espionnait. Il semblerait que ces créatures sont venues pour faire des vérifications et pour déterminer si la personne qui est à l'origine des pouvoirs récemment utilisés est bien celle qui cherche. Il paraît assez clair que ces 2 créatures parlent de Jinwoo, étant donné qu'il est le seul être intéressant qui pourrait intriguer des êtres assez puissants pour ouvrir des portails en claquant des doigts. S'ils parlent bien de Jinwoo, leur conversation vient confirmer ce que je disais précédemment lorsque je mettais en avant le fait que Jinwoo n'a aucune idée de ce qu'il est réellement. Eux ont l'air visiblement de savoir qui il est vraiment et ont même l'air de le connaître, à tel point qu'ils seront tous deux assez étonnés de savoir que celui dont ils parlent puisse aider des humains, l'autre créature ajoutant qu'il a toujours été quelqu'un de spécial dans le sens chelou. L'un d'eux proposera à son camarade, pour mieux le comprendre, d'aller lui rendre visite, ce qui ne semble pas être un problème. Ensuite, lorsqu'il s'apprêtait à quitter les lieux, la créature qui ressemble à une bête dira qu'il pense que quelque chose est là. Il semble à ce moment-là avoir senti la présence de quelqu'un qui les espionnait et décideront de le laisser s'occuper de ce lieu. Ils finiront par s'en aller, mais juste avant de partir, celui qui ressemble à une bête nous fera comprendre qu'à la fin, il parlait bien d'Il Hwan-sung. En parlant notamment du fait qu'il y ait une odeur insupportable que même la chasseuse Cha et In n'auraient pas supporté, celui-ci vient indiquer qu'il parle bien d'une personne se trouvant en ces lieux. Tout cela sera confirmé lorsqu'il empruntera son portail sous les yeux d'Il Hwan-sung qui l'espionnait. Toujours concernant cette scène et la créature à l'allure d'une bête, j'aimerais maintenant qu'on se centre sur un élément qu'elle a mentionné qui est, je trouve, très intéressant, mais aussi très mystérieux. Toujours avant le moment où il emprunte son portail, il a dit que ce lieu empestait et que cette femme n'aurait pas supporté l'odeur de la personne qui en est à l'origine. Il est fort probable, même quasiment sûr, qu'il faisait ici allusion aux capacités de la chasseuse Cha et In, qui a un odorat, comme vous le savez, surdéveloppé. Mais ce qui est curieux, c'est de savoir comment il peut connaître la chasseuse et sa faculté, et pour cela, il y a pour moi 2 possibilités. D'abord, et ce qui est assez logique d'imaginer, c'est que cette créature était présente tout le long où les chasseurs de rang S coréens ainsi que Jinwoo ont combattu le roi des fourmis. Ceci viendrait confirmer l'instant où il a effectué des vérifications pour savoir si les pouvoirs qu'il a sentis appartenaient bien à la personne qu'il recherchait, et qui est très certainement Jinwoo. Ensuite, deuxième possibilité, on peut penser que cette créature surveille depuis bien plus longtemps que l'événement de l'île de Jeju les puissants chasseurs du monde des humains dans le but, encore une fois, de trouver la personne à l'origine des pouvoirs qu'ils ont semble-t-il ressentis. Ceci entrerait d'ailleurs dans le cadre de la chasse que la créature ressemblant à un elfe des glaces a mentionné, le but étant de récolter un max d'informations sur les humains avant que cet événement ait lieu. C'est une scène extrêmement mystérieuse pour les Animandli, elle est quand même assez compliquée à déchiffrer. Pour récapituler, les 2 créatures parlent dans un premier temps de Jinwoo, il semble vouloir confirmer qu'il est bien la personne qu'il recherche à travers ses pouvoirs. Et ensuite, dans un deuxième temps, ils parleront d'Il Hwan-sung qui
malgré le fait qu'il était caché, a été remarqué à cause de son odeur. En parlant de lui, ils laisseront entendre qu'ils sont en train de faire quelque chose de similaire, car la créature qui ressemble à un elfe dira à son compagnon de lui laisser cette zone, et que de toute façon, une chasse aura lieu, ce qui signifiera que c'est à ce moment-là qu'ils agiront contre lui. Tout ceci indique que dans un futur proche, Ilwansung sera pourchassé par ces créatures et que par conséquent, il est possible que le père de Jinwoo ne soit pas finalement totalement humain. Si de telles créatures s'intéressent à lui, il ne peut pas être un simple humain, à moins que dans le donjon dans lequel il a été enfermé, celui-ci a appris des informations qu'il ne faut pas laisser fuiter. D'ailleurs, je me dis que c'est peut-être eux qui ont fait en sorte qu'Ilwansung soit enfermé dans un donjon, ils ont peut-être même été des geôliers ou quelque chose dans le genre. Très difficile d'en savoir plus, mais avant de passer aux conséquences que provoque l'apparition de ces deux créatures, il faut qu'on parle de leur apparence ainsi que de leur pouvoir, dont un en particulier nous rappelle quelque chose. Commençons par celui dont on a le moins d'informations, donc la créature qui a l'air d'être une bête. Il est clair qu'il s'agit d'un monstre en lien avec la jungle, et je préciserai même qu'il y a un lien avec l'animal qui est le loup. On a quelques indices notamment sur ses vêtements où l'on peut carrément voir la tête d'un loup ou encore de la fourrure. On ajoute à cela sa coupe de cheveux, ses griffes ou encore ses dents, le fait aussi qu'il semble griffer l'espace-temps pour ouvrir un portail est à prendre en compte. En ce qui concerne ses capacités, il est évident que ce monstre est d'une puissance supérieure à Beru. Je pense qu'il est soit juste au-dessus du niveau nation, soit il est d'un niveau équivalent. Le fait qu'il puisse ouvrir des portails aussi facilement prouve encore plus à quel point il s'agit d'un être qui est en termes de puissance bien au-dessus de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Pour ce qui est de la deuxième créature, s'agissant de son apparence, on est sur un monstre qui évidemment vous a forcément rappelé les elfes des glaces, notamment au travers de sa couleur de peau ainsi que de la couleur de ses cheveux, les yeux de couleur bleue, avec évidemment les oreilles qui sont pointues. On pourra aussi voir que tout comme les elfes de glace, il utilisera la technique camouflage, donc invisibilité. Ce personnage me rappelle le lieu où s'est passé les événements du portail rouge. Baruka n'était peut-être pas finalement le seul boss de ce donjon. D'ailleurs, comme on avait pu le constater dans ce donjon, les elfes des glaces n'étaient pas les seules créatures présentes, on avait aussi les ours polaires. On se souvient aussi que les ours et les elfes avaient délimité leur territoire, ce qui fait qu'aucun des deux groupes de monstres dominait l'autre, donc en y réfléchissant, c'est pas très logique que le boss de ce donjon ait été Baruka. Au vu de ce qu'il nous a montré, en claquant simplement des doigts, il a assommé un groupe de chasseurs dont au moins un était de rang A, montre que sa puissance est autre. Le fait qu'il soit capable de parler est aussi un indice de sa puissance, et bien sûr n'oublions pas le fait qu'il soit en mesure d'ouvrir des portails sans la moindre difficulté. Si on prend en compte le fait que désormais Jinwoo est au-dessus du rang nation, il est fort à parier que cette créature soit de niveau nation ou équivalent à Jinwoo, et il est alors fort probable qu'on ait affaire à un monarque. Il pourrait s'agir alors du monarque des glaces pour faire le lien avec les elfes des glaces ainsi que ce monde qu'on avait découvert grâce à l'incident du portail rouge. Et évidemment, si cette créature est un monarque, il est donc fort probable que son compagnon soit un monarque aussi, peut-être le monarque des bêtes ou un truc dans le genre. Il est temps d'en finir et d'aborder les conséquences que crée une telle séquence. Même si effectivement il est presque impossible pour les fans de l'anime d'affirmer quoi que ce soit concernant ces deux créatures, il est cependant certain qu'ils ont un lien avec la catastrophe teasée par Ilwansung et la guerre qui s'apprêtait à avoir lieu dans le royaume des démons. On peut aisément l'affirmer parce que nous savons que le père de Jinwoo cherche à stopper cette fameuse catastrophe qui menace l'humanité, et pour cela il semble que son enquête l'a amené jusqu'à l'île de Jeju où il pourra espionner ces deux créatures. Dans la toute fin de l'épisode, Jinwoo appuiera notamment sur le fait qu'Ilwansung mène une bataille contre le destin. Ceci me pousse encore plus à croire que ces deux créatures sont des monarques. Je vous renvoie à une de mes idées que j'avais eues sur le fait que pour affronter la catastrophe qui s'apprête à frapper l'humanité et qui s'est attaquée au royaume des démons, il fallait que les monarques des différents mondes se réunissent. Sauf qu'ici, ce que je comprends pas, c'est que ce que je pense être des monarques ont plutôt l'air d'être des ennemis à la solde de cette catastrophe. À vrai dire, c'est encore compliqué à affirmer, il se peut qu'ils soient des alliés, après tout, nous ne savons rien d'eux. Mais bon, si un personnage comme Ilwansung, un chasseur bien plus puissant qu'un rang S et qui a failli détruire une ville à lui seul, se cache et les espionne, c'est qu'ils sont sans doute loin d'être des alliés. Après, on constate tout de même que le père de Jinwoo, durant son espionnage, n'avait pas du tout l'air d'avoir peur, mais avait l'air plutôt attentif sur le contenu de leur discussion. Tout cela reste encore un mystère qu'il nous faudra découvrir dans la prochaine saison. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo sur toutes les informations qu'on a concernant la saison 3 de Solo Leveling, une vidéo qui sortira dans la foulée de celle-là, donc très certainement le lendemain.